personnel sur votre engagement politique. Donc pensez-vous qu'il soit nécessaire qu'un candidat représente Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, ou bien pensez-vous, comme d'autres, qu'un accord sur les législatives serait un bien meilleur joker? Ensuite, est-ce que vous pensez être le mieux placé pour défendre le projet d'Europe Écologie Les Verts à ces élections? Que répondez-vous aux personnes qui accusent, mettent en doute vos compétences, votre honnêteté et critiquent votre engagement récent et notamment votre changement de position sur le nucléaire? Et enfin, donc, si vous n'êtes pas retenu aux primaires, continuerez-vous à être très actif dans cette campagne en soutien du candidat qui sera retenu, ou bien pensez-vous que ça peut plutôt lui faire de l'ombre et que vous vous retirerez La nécessité d'avoir un candidat. J'entends bien la pertinence de la question, mais je considère que, d'abord, moi j'y ai déjà répondu par avance, et que je pense que cette question vaudra peut-être être reposée dans 10-11 mois. Mais si j'avais senti que chez nos partenaires potentiels, il y ait au moins un début de conversion sur ces sujets-là, parce que ce qui nous distingue notamment de ces partenaires-là, c'est que nous on considère que l'enjeu écologique n'est pas optionnel, qu'il est conditionnel, qui conditionne tous les enjeux de solidarité, pour faire court. On est un peu les seuls à avoir cette grille de lecture-là. On est les seuls à remettre en cause le productivisme, des effets désastreux du libéralisme, du capitalisme sauvage, avec autant de radicalité. Non pas pour avoir une posture radicale, parce qu'on a tous compris que c'est bien tout cela qui sont les causes de tous les désordres. Et qu'on est les seuls à penser que ce postulat d'une économie basée sur des ressources illimitées régies par les forces du marché, c'est ça qui est en train de foutre le monde par terre. Dès lors qu'on est les seuls à avoir cette grille de lecture, ça ne veut pas dire qu'on est les seuls à être attachés à des valeurs. Je pense que nos partenaires de gauche ont en commun avec nous des valeurs. Monsieur Nicolas. Ça va? Vous allez bien? Ça va bien. On est attaché à des valeurs, sauf qu'on a une grille de lecture qui est très différente. Et à partir du moment où elle est différente, eh bien on doit la porter. On doit porter un projet de société, on doit porter des propositions, et pour voir comment justement les partenaires potentiels vont se positionner vis-à-vis de cela. Et donc, si on doit déserter le débat public à ce stade, ça veut dire qu'on considère que, en réalité, nos différences avec les autres sont dans l'épaisseur du trait, effectivement, que ça ne vaut pas le coup de participer au débat public. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut que plus que jamais les écologistes aient un représentant, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'apprêtent par colère ou par désespoir à voter, me semble-t-il, dans un chemin qui est sans issue. Par désespoir. Et je pense qu'on a une mission, c'est d'essayer de transformer cet acte de désespoir dans un chemin d'espoir. Et que les écologistes peuvent construire avec ces gens-là un imaginaire, leur redonner du sens, leur redonner un peu d'espérance. Et ça, c'est très exaltant. Donc c'est aussi une deuxième raison, à mon avis. Parce que déserter à ce stade le débat public, au motif qu'il y aurait un risque de ceci, de cela, mais la meilleure manière de combattre ça, c'est par le débat public. C'est en construisant justement un nouvel imaginaire et un nouveau modèle. Donc oui, ma réponse est que très clairement, il faut que les écologistes aient un candidat avec une grande modestie, mais une grande ambition. Pas pour faire de la figuration. Voilà. Alors, deuxième aspect de votre question, après... Est-ce que vous êtes le mieux placé pour justement représenter Europe Écologie Les Verts? Alors, bon, d'abord, ça c'est les militants et les sympathisants qui vont le décider. Et je dirais... sans aucune ironie, que le meilleur candidat ou la meilleure candidate, c'est celle ou celui qui aura votre confiance. Parce que ce qui est important après, c'est qu'il faut qu'il y ait une dynamique collective. Et ça, si elle n'a pas lieu, de toute façon, il n'y aura pas un ou une meilleure. Si elle est ou s'il est tout seul, exposé comme ça, comme une tête de front, et qu'il n'y a pas une action collective et transversale en région, localement et nationale, personne ne tiendra 11 mois. Parce qu'on est quand même aussi dans la complexité, parce que l'enjeu d'une campagne, c'est à la fois d'essayer de répondre aux préoccupations quotidiennes des Français et des Françaises, et croyez-moi, elles sont nombreuses, si tant est qu'on soit capable d'y répondre, et pas par des promesses vaines, mais c'est pas abandonner aussi notre horizon, c'est de dire comment on révise le modèle et comment on s'attaque aux causes structurelles qui créent ces inégalités, bon, voilà, qui créent la rareté. Donc c'est un exercice très difficile, et on ne sera pas trop nombreux pour le porter. Alors, moi, je pense que je me distingue sur nos aspirations, sur nos objectifs, sur notre analyse. On le découvrira dans les débats, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sépare.
nous sépare nos parcours, bien entendu, les chemins qui nous ont menés là. Ce qui va nous distinguer, c'est la manière dont on va pouvoir porter tout cela. Parce que quel est le job après? C'est pas de rester en vase clos. Évidemment, il va falloir construire une unité dans ce parti et la maintenir. Mais enfin, le job après, c'est les gens qui sont à distance de nous, qui nous observent et qui se disent est-ce que vraiment on peut leur faire confiance? Moi, je pense que j'ai une certaine faculté, parce que j'ai été à l'extérieur, à bien comprendre les verrous, les résistances qui font que les gens, pour l'instant, ne nous rejoignent pas. Et je pense avoir prouvé dans le passé, notamment au moment du pacte, que justement des gens éloignés de l'écologie, je savais parfois, pas toujours à 100%, mais en tout cas, quand on a réuni des centaines de milliers, près d'1 million de personnes avec le pacte et le défi pour la Terre, ça montre que je sais aussi me mettre à la place et qu'ils peuvent s'identifier à ma propre conversion. Voilà. C'est tout, c'est une question de forme. Je ne peux pas aller au-delà, je ne vais pas vous dire je suis meilleur, je suis ceci, je suis là. C'est simplement, j'ai conscience que l'exercice d'après, si on veut peser, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et donc, soit c'est de simplement conforter les convertis, soit c'est d'aller chercher des gens qui parfois sont culturellement très éloignés. Pourquoi? Parce que d'abord ils ont des telles difficultés au jour le jour que la lecture de nos paramètres, ils ne l'ont pas en tête, ils n'ont pas le temps. Soit parce qu'ils ont une culture politique parfois qui n'a pas intégré ces paramètres-là. Et c'est pour ça que quand j'ai dit à Sevran, il faut d'abord avoir le point de vue des gens auxquels vous vous adressez. Parce que ce n'est pas parce qu'on pense avoir raison qu'on est forcément convaincant. Voilà. Et ça porte un nom, ça, la pédagogie. Et moi, c'est comme ça que j'envisage aussi la campagne. Alors maintenant, sur la singularité de mon parcours, sur mon honnêteté. Déjà, ce mot me gêne un peu parce que qu'on puisse poser des questions sur mon chemin passé, très bien. Mettre en doute mon honnêteté, il faudrait qu'on me dise sur quoi j'aurais à justifier sur mon honnêteté. Mais par contre, je peux répondre sur 2-3 choses. D'abord, l'écologie. Je ne sais pas qui peut délivrer des certificats de conformité écologique. Il y a plusieurs manières de s'engager dans l'écologie. Il y a l'action politique qui est essentielle, mais l'action associative, 20 ans, 22 ans d'engagement dans une fondation bénévolement, sans compter mon temps, ça vaut aussi, je pense, une certaine considération. Ma fondation, on pourrait regarder tranquillement ce à quoi elle a contribué. On s'est plus intéressé à ses financements, et je vous en dirai un mot, mais personne ne s'est intéressé de savoir ce qu'on a foutu pendant 22 ans avec 40 personnes ou 30 personnes. On a aussi un petit bilan qui est loin d'être insignifiant. Je dirais d'ailleurs que le Grenelle, mais qui était un parti, on n'en est pas totalement... Voilà. Donc il faut aussi regarder ce qu'on a fait et simplement ne pas toujours regarder ce qui peut prêter à question, mais il est légitime de les poser. Alors, juste une petite question, une petite réponse pour l'anticiper sur, par exemple, ce qu'on m'a reproché et ce qu'on peut me reprocher. Et je ne m'en offusque pas, mais je peux m'en expliquer. Le mode de financement d'une fondation. Quand vous lancez une fondation et que vous avez un tel chantier devant vous, il faut des moyens. Bon. Alors, les moyens, où vous avez quelqu'un qui vous a donné sa fortune personnelle, ça arrive. Bon, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Où vous allez chercher des moyens auprès des citoyens qui sont déjà sacrément sollicités et qui parfois sont à 5 ou 10 euros près par mois. Où vous dites, il serait peut-être normal d'aller mettre à contribution les grosses entreprises. Bon. Dans une relation non pas de sponsoring, parce que moi on parle toujours des sponsors de la fondation, donc ça laisse entendre que des sponsors, d'abord ça pourrait peut-être aller dans ma poche, ou deuxièmement que le sponsoring c'est on donne de l'argent et on rend un service. C'est du mécénat, c'est encadré par la loi. Une fondation reconnue d'utilité publique, c'est contrôlé par 3 ministères de tutelle et 2 commissaires aux comptes. Moi j'ai pas eu de scrupule, j'ai pris l'argent là où il était, à 2 conditions, au-delà de respecter évidemment la loi. Les 2 conditions, c'est que premièrement, ça n'entrave en rien l'action de la fondation et ma liberté d'expression. Et là, on m'a souvent accusé de dire, notamment sur le nucléaire, c'est parce que vous aviez EDF qui était mécène de votre fondation que vous n'étiez pas un anti-nucléaire primaire. Bon, d'abord, il faut se fier à ce que j'ai écrit des années avant. J'ai jamais été un anti-nucléaire primaire, mais j'ai jamais été un pro-nucléaire. Je veux dire que je me suis opposé à l'EPR. J'ai écrit en toutes lettres dans des livres, parce qu'il faut se référer, que j'ai toujours considéré que le nucléaire n'était pas la solution. Mais c'est vrai que là où je me distinguais, parce que j'ai mis un peu de temps à être plus radical, j'ai considéré qu'en France, il y avait peut-être d'autres priorités, notamment celle des changements climatiques, parce que c'est celle qui m'obsède aussi. Donc, voilà.
Et que j'ai bien conscience que la combinaison des deux contraintes va rendre évidemment le chemin un peu plus compliqué. Mais j'ai jamais été dans du copier-coller de la communication d'UDF, mais au moins ils ont toujours respecté ma liberté de parole. J'ai jamais reçu un coup de fil pour me dire putain, qu'est-ce que vous avez dit hier sur l'EPR. Bon. Mais je vais vous donner un exemple de mon indépendance de parole, parce que je peux aussi prouver que on avait un partenaire dans la fondation qui était un grand distributeur. Un jour, on a édité un petit livre vert qu'on devait délivrer, distribuer à plus d'1 million d'exemplaires, qui était un livre qu'on donnait comme ça aux gens pour les petits gestes écologiques. Et dans ce livre, il y avait une phrase qui disait « Merci de privilégier les commerces de proximité plutôt que les grandes surfaces ». Coup de fil de notre partenaire, en disant « Non, vous ne pouvez pas garder cette phrase ». Eh bien, je peux l'attester, il y a des faits, c'est écrit. Dans la semaine, on a rompu notre partenariat pour cette simple petite phrase. Donc c'est vous dire que quand on met en cause mon indépendance, c'est vrai que ça m'irrite un petit peu. Maintenant, je peux comprendre, encore une fois, qu'on considère que d'aller chercher de l'argent auprès de ces entreprises, ça n'est pas bien. Moi, je m'en suis accommodé parce que pour agir, il faut des moyens, il faut des troupes, il faut payer des gens, il faut faire des campagnes. Et que si en France, il y a eu aussi une prise de conscience, je pense qu'on y a participé. Et je termine sur, comme ça on va tout purger là, sur mes activités professionnelles anciennes, dont je vous signale quand même, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai démissionné de ma fondation, qu'elle a changé de nom. Et d'ailleurs, si j'ai pris du temps pour me déclarer, c'est que ça pouvait avoir des conséquences sociales très lourdes. Et que quand vous travaillez depuis 25 ans avec des gens, vous ne vous barrez pas du jour au lendemain en disant peu importe ce qui advient. Faites en sorte que ces gens-là ne soient pas pénalisés par une initiative personnelle. Pour la Fondation, je pense que je suis parti en faisant en sorte qu'ils aient leur autonomie et qu'il n'y ait pas de plan social derrière. Et j'en suis assez fier. Ce n'est pas aussi simple pour mon équipe professionnelle avec laquelle j'ai travaillé depuis un quart de siècle. Voilà. Mais j'ai suspendu, évidemment, à l'instant où j'étais candidat à mon activité. Voilà. Il se trouve que j'ai été salarié pendant 25 ans d'une chaîne que vous connaissez. C'était mon activité professionnelle. J'étais très bien payé, je n'ai pas à en rougir, mais c'est comme ça. C'est ce confort matériel qui m'a permis d'être aussi disponible dans mon engagement écologique. Donc c'est comme ça. Et qu'il se trouve que parallèlement, pour ceux qui veulent avoir toutes les explications, à mon corps défendant. Moi, quand j'ai fait Ushuaïa, je n'ai pas imaginé que ça allait devenir un phénomène et que ça allait même devenir une marque. Bon. Il se trouve qu'au bout de quelques années, il y a un avocat qui a déposé ce nom-là, sans que je le sache. Et puis qu'un jour TF1 a voulu faire des produits dérivés, ils se sont aperçus que la marque était déposée. Ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils rachètent la marque à cet avocat. Bon, tout ça, moi j'étais dans l'ignorance de tout cela. Bon, mais un jour j'ai appris que TF1 avait racheté cette marque et allait faire des produits dérivés là-dessus. Bon. Je me suis évidemment opposé à cela, sauf que juridiquement je ne pouvais pas m'y opposer, puisque ça ne m'appartenait pas. J'avais créé un univers, mais bon. Et donc, comme ça s'est fait à mon corps défendant, j'ai dû y soumettre. Il se trouve que TF1, sans que je leur demande, a décidé de me verser des royalties que j'ai mis dans une petite société, en me disant que si un jour je voulais faire des documentaires ou un long métrage, j'aurais au moins la possibilité de continuer mon activité professionnelle. Point barre. Tout est dit. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment où je serais candidat, ces royalties seraient intégralement reversées pour racheter des terres aux Indiens Kogi et aux Indiens Arhuaco en Colombie. Voilà. À partir de là, j'ai tout dit, ça peut plaire ou pas plaire, mais la réalité est là, le reste c'est fantastique. Voilà.